Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Bonjour Hervé Reynaud. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Alors si j'ai bonne mémoire, on s'est rencontrés en 2014 et vous m'aviez expliqué, vous aviez fait des études de politique. Aujourd'hui, vous êtes sénateur. Est-ce que finalement c'est un aboutissement? Oui, alors effectivement j'ai un parcours Sciences Po, mais je voulais être journaliste au départ. Ouais. Par contre, je voulais être sur le terrain des opérations, comme on dit. Grand reporter. Voilà, des choses comme ça. Alors finalement, j'ai fini sur le terrain, mais le terrain politique. Voilà. Mais quand on veut s'engager, qu'on est vraiment, on s'intéresse au monde, aux enjeux du monde, finalement, journaliste, on commente, politique, on agit, et je me suis tourné vers la politique. Mais c'est vrai qu'il y a il y a une cohérence à ce niveau-là, même si au départ, ce sont les rencontres aussi, c'est la vie, les rencontres de la vie qui m'ont amené vers la politique. Voilà, mais aujourd'hui, ça m'est très utile. Mon cursus, ma formation initiale est très utile par rapport à mon engagement au Sénat. On peut dire que c'est les strates après strates. Vous avez été conseiller départemental, ensuite vous êtes devenu maire, après sénateur. Est-ce que la prochaine étape, c'est vous visez plus haut ou alors vous n'irez pas plus loin? Non, je me suis jamais projeté. Ouais. Je sais pas si... C'est vrai que c'était un peu le parcours des élus jusque-là. Je pense que d'abord, c'est important d'avoir des responsabilités locales pour pouvoir ensuite Connaître le terrain, on dit. défendre le territoire au niveau national. On voit d'ailleurs la différence entre le Sénat, où il y a beaucoup d'élus locaux qui ont accédé à ces responsabilités, et parfois à l'Assemblée nationale, où certains ne sont pas des élus de terrain. On voit un peu la différence. C'est un peu l'erreur qui a été faite finalement, parce qu'avant on avait le député maire et aujourd'hui on a un député qui est hors sol, on dirait. Ça manque beaucoup, parce que les gens sont complètement hors sol. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment des paliers. Ce sont deux démarches un peu différentes. Moi, je respecte beaucoup les élus locaux. J'ai été président des maires. Et je comprends que certains souhaitent cet engagement-là au plus près de leurs concitoyens, à régler des problématiques locales. Voilà, donc ce sont aussi des engagements différents et chacun peut avoir sa préférence. En 2026, c'est quoi le rôle d'un sénateur? Le sénateur est un parlementaire en même titre qu'un député, et à ce titre-là, il fait la loi. Donc il débat, il vote des lois. Et donc il y a une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il contrôle l'action du gouvernement. Et là, le Sénat est prédominant pour faire des actions de fond, soit réfléchir à un certain nombre de choses qui peuvent aspirer à travers des rapports des futures lois, soit au cours d'auditions et de commissions d'enquête. Et j'ai fait partie d'un certain nombre de commissions d'enquête pour contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est aussi un contre-pouvoir, et on dit que c'est la chambre des territoires et aussi la chambre des sages d'une certaine façon. Comment justement vous voyez, vous avez dit le mot sage, le Sénat sage, finalement ça correspond bien à l'image qu'on a, et on a l'impression que de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, c'est un peu, si je peux m'exprimer ainsi, le bordel aujourd'hui. Non, ça doit être très difficile pour mes collègues députés, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de majorité claire. Donc c'est un peu la foire d'empoigne, même beaucoup parfois. C'est ce qu'on voit à la télévision. Alors, et puis on est dans une société où il y a de plus en plus de conflits. La conflictualité en politique, on la voit à tous les étages, particulièrement à l'Assemblée, mais aussi au niveau local, et ça je le déplore. Jusqu'à parfois menacer des élus, comme c'est le cas actuellement pour notre collègue Christian Julien à Saint-Vinière, à qui j'apporte tout mon soutien. Donc ça c'est vraiment scandaleux. Pour le reste, chacun a son niveau de responsabilité. Et aujourd'hui, le Sénat apporte vraiment sa pierre en termes de réflexion et d'orientation législative. Alors, c'est vrai que quand il y a une instabilité gouvernementale, moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on en est à 5 ou 6 premiers ministres, parfois 9 ministres sur un même ministère, par exemple la santé ou l'éducation nationale, il y a eu beaucoup de mouvements. C'est vrai que c'est difficile de mener des projets jusqu'au bout. Pour autant, on travaille, il y a une grande activité législative, et derrière, on essaye de porter à la fois le territoire, et puis à travers nos convictions, porter des sujets qui sont importants. Question technique, un sénateur, il est élu pour combien de temps? C'est 9 ans ou c'est renouvelable tous les 3 ans? On ne comprend pas bien aussi le fonctionnement de l'élection. Alors un sénateur est élu pour 6 ans. 6 ans. Il était élu avant pour 9 ans, aujourd'hui c'est 6 ans. Et tous les 3 ans, il y a un renouvellement de la moitié des départements. Donc c'est-à-dire qu'en septembre 2026, certains départements vont réélire leurs sénateurs. Ce n'est pas le cas de la Loire, puisque nous c'est pour 2029.
Et donc, par exemple, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, le Rhône, les sénateurs sont renouvelables. Et à ce moment-là, on réélit d'ailleurs le président du Sénat, donc Gérard Larcher, lorsqu'il y a ces mouvements de renouvellement. Donc avant, c'était 9 ans tous les par tiers, et aujourd'hui, c'est tous les 6 ans par moitié. Par moitié. On parle beaucoup de contre-pouvoir du Sénat, et pourtant le Sénat il a toujours été à droite. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie là, ou alors est-ce que c'est finalement un représentant de la société française? Oui. Donc nous, on représente les territoires à travers, ce sont nos pairs, hein, les maires, les adjoints, les conseillers départementaux, régionaux, parlementaires qui nous élisent. Donc on représente aussi de manière indirecte le territoire. Oui, contre-pouvoir, parce qu'il y a justement ce recul, tant par rapport au type de personnes qui sont élues au Sénat, donc qui ont une longue expérience souvent locale, mais aussi par rapport au recul qu'on a sur les choses, hein, on est moins soumis aux différents aléas. Donc oui, c'est un contre-pouvoir, c'est important en démocratie, surtout lorsque, on l'a vu dans certains pays du monde, il y a une majorité, des majorités un peu turbulentes ou autoritaires qui l'emportent. Donc c'est bien d'avoir ces deux chambres, ça fait partie de nos démocraties, vraiment c'est important. Donc voilà, le Sénat a toute son utilité. Alors il a été beaucoup à droite parce que localement, globalement, la droite et le centre ont de nombreuses communes, sont à la tête de nombreuses communes, ce qui prouve l'expérience d'ailleurs aussi locale. Bon, il y a eu 3 ans où le Sénat a basculé à gauche avec Jean-Pierre Bel, mais voilà, c'est le reflet du choix des habitants dans les communes. Et il y a beaucoup de communes rurales, n'oublions pas, en France, il y a une majorité de communes rurales. C'est quoi la semaine type d'un sénateur, là, du sénateur Reynaud? Le lundi matin, vous partez à Paris, comment ça se passe? Alors généralement, je pars à Paris le lundi après-midi, et je reviens le jeudi dans l'après-midi, parce que je suis à la commission des lois. Le jeudi matin, j'ai la délégation collectivité territoriale, puisque nous sommes dans une commission et dans ce qu'on appelle une délégation. Et donc, j'essaye d'être extrêmement assidu. Donc, le travail de commission, et puis ensuite, siéger également dans l'hémicycle en fonction des différentes lois. Par exemple, mardi, j'étais orateur pour mon groupe pour les polices municipales, après avoir été dans la mission d'information pour préconiser un certain nombre de choses qui ont été retenues d'ailleurs par le ministre, avec une loi qui va être votée le 10 février, qui donnera plus de prérogatives à nos polices municipales et nos gardes champêtres. Quand on parle d'un député, on parle d'une circonscription. Oui. Un sénateur, lui, c'est toute la Loire. Comment ça se passe au niveau d'ancrage? Nous sommes 4 sénateurs, et pour les 4 sénateurs, la circonscription, c'est tout le département. Alors autant vous dire que le périmètre est large. Ça fait beaucoup de kilomètres passés, parce qu'il faut le dire, nous avons 4 sénateurs qui sont des sénateurs de terrain, et on sait se rassembler lorsqu'il s'agit de défendre notre territoire. Je pense que ça, c'est une chose très précieuse. Voilà, donc notre circonscription, c'est toute la Loire. Voilà, donc pour ma part, je suis toujours élu au département, donc j'essaye d'être très présent sur mon canton Saint-Chamond-Lorme. Et puis, j'articule avec la visite dans les communes, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Et finalement, c'est 7 jours sur 7. Voilà. Dimanche dernier, je suis rentré chez moi, c'était 19h, le dimanche soir. Voilà, parce que le périmètre est large, et puis j'essaye d'aller partout. Dernière question de sénateur, est-ce que j'ai souvent parlé avec des élus, est-ce que le sénateur Reynaud a des pressions de temps en temps sur des lois, par le gouvernement, en disant il faut plutôt voter comme ça? Est-ce qu'on vous recevez des petits coups de téléphone qui vous influencent? Alors, c'est peut-être une des différences avec l'Assemblée nationale. On a évidemment des discussions, tous les mardis matins, nous avons notre réunion de groupe, je suis dans le groupe LR au Sénat. On discute, on prend des positions et on essaye d'avoir une cohérence au niveau du groupe. Pour autant, sur un certain nombre de sujets, parce qu'on a cette expérience-là et parce qu'on est légitime sur notre territoire, on nous laisse beaucoup de liberté de vote. Par exemple, j'étais jeune sénateur quand il y a eu la convocation en congrès députés et sénateurs pour la constitutionnalisation de l'IVG. Mon groupe, majoritairement, était plutôt contre. Et pour ma part, avec aussi d'autres collègues, j'ai voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Voilà, donc on nous respecte de ce point de vue. Gérard Larcher le dit souvent.
Cette liberté, elle est là aussi précieuse, parce que, voilà, on n'a pas de mandat impératif, comme on dit, et on est libre de notre expérience et sur des sujets sur lesquels on a une conviction. Comment ça s'est passé, cette expérience à la métropole, cette présidence intérim? Alors, pour moi, cette affaire, c'est un gâchis politique, mais aussi humain. Et je pense aux victimes et aujourd'hui, tous ceux qui doivent, je pense, sans doute beaucoup regretter ce qui s'est passé. Derrière, l'engagement, c'était continuer à faire tourner cette métropole qui est une puissance importante, avec beaucoup de compétences. Et donc, à la demande de mes collègues, de leur confiance, et ça m'a beaucoup touché, vraiment, quelques années après, je ressens encore tout cela, il fallait prendre les responsabilités à la tête de cette métropole pour qu'on continue à tourner. Et puis à l'époque, on a signé aussi le contrat de projet État-région, le CPER avec la région, avec Laurent Wauquiez à l'époque, qui nous apportait d'énormes financements. Et là, il a fallu mener au bout tout cela. Donc c'était important, il ne faut pas perdre de vue que le cœur de notre engagement, en fait, c'est l'intérêt général. On s'engage en politique, c'est d'abord pour ça. Parce que sinon, dans la durée, vous ne pouvez pas tenir et ça ne peut pas marcher et les gens s'en rendent compte. Donc aujourd'hui, voilà, mon engagement, et je parlais de la liberté au sein du Sénat, je me suis senti libre, parfois contre vents et marées. Et là, il y avait la responsabilité d'endosser le costume, de porter cette métropole. Voilà, Sylvie Fayolle a pris la suite. Et demain, on remettra balle neuve avec de nouvelles élections et ça aura le mérite d'être clair. Voilà, donc c'était ça, garder cette hauteur de vue, continuer à faire tourner la métropole et aussi par rapport à tous les agents qui travaillent au sein de la métropole, voilà, il fallait leur donner une direction. On était engagés pour cela et il fallait maintenir le cap. Quel pouvoir vous aviez en tant que président intérimaire? Parce qu'on a beaucoup lu que le président en retraite était quand même beaucoup, il bloquait beaucoup les choses. Alors j'ai eu beaucoup de liberté. D'abord, je vous rappellerai qu'avec Gaël Rio, on lui a demandé de signer un certain nombre d'arrêtés pour me laisser plus de marge de manœuvre, ce qui a été fait. Ouais. Évidemment, il y avait du personnel mutualisé, mais j'ai toujours vu la loyauté de ces personnels, à quelque chose près. Voilà, donc j'ai pas voulu rentrer, vu ma période d'intérim, après sur d'autres organisations qui aurait eu du sens dans la durée, mais pour ma part, je me suis concentré sur l'essentiel. Voilà, non, j'ai eu des marges de manœuvre, et ce qui comptait, c'était la délibération et l'échange avec les maires, et qu'on soit bien d'accord sur les votes et les orientations de la métropole. Le plan de relance, je rappellerai que j'ai proposé de le prolonger de 6 mois, mais ça voulait dire un budget supplémentaire pour les communes, et d'ailleurs ce plan de relance de 53 millions d'euros, il a fini à 80 millions d'euros, et il a permis à de nombreuses communes de réaliser leurs projets. Ce qui donne peut-être une idée pour la suite. Cette solidarité intercommunale, elle passe peut-être par ça, par ces financements à l'intérieur entre les communes. La solidarité intercommunale, c'est ça. Et l'intercommunalité doit rester, faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Évidemment. Et non pas, j'allais dire, vampiriser les communes qui seraient démunies. C'est vrai que la métropole, ce sont beaucoup de petites communes aussi, démographiquement parlant. Par contre, je rappellerai qu'à Saint-Étienne Métropole, au bureau, tous les maires de la métropole, les 53 maires, sont présents, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Une force. C'est une force. Et un maire, une voix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place et qu'il faut maintenir. Donc les maires sont entendus. Voilà. Il faut faire attention de ne pas trop cultiver la grande ville bashing. Alors c'est vrai qu'il faut que tout le monde s'y retrouve, je suis d'accord. Mais par rapport au traumatisme qu'il y a eu là, il ne faut pas non plus tout mélanger non plus. La ville-centre, elle apporte aussi. On a besoin qu'elle se développe, mais comme j'ai souvent dit d'ailleurs à l'époque à Gaël Rio, il faut qu'elle se développe, mais elle a plusieurs bras, elle a plusieurs jambes, et donc il faut qu'autour, on l'a vu avec l'Arena, l'aménagement du territoire doit se faire aussi en pensant à toutes les communes. Oubliez personne. Oublier personne, et c'est ce qui fait, c'est la solidarité intercommunale encore une fois. Et ça a de l'importance, et que lorsqu'on pense à des infrastructures, on doit renforcer la ville-centre, mais aussi on doit développer autour, parce qu'autour ça ne peut pas être un désert, et je me suis battu énormément pour ça.
Vous êtes conseiller départemental, vous avez été président intérim de métropole. On ne comprend pas bien aussi on a l'impression qu'il y a un doublon entre le département et les métropoles. Est-ce que finalement le département il sert encore à quelque chose? Oui, le département sert à quelque chose. Alors, il est particulièrement présent dans la proximité avec On m'a beaucoup parlé de ruralité, moi. Il est très présent justement, notamment en milieu rural. Moi qui sillonne maintenant toutes les communes Toute la Loire. De la Loire, et 320 communes, eh bien, je me rends compte que le département, il est hyper présent partout. Et là aussi, d'ailleurs, un sondage était sorti, 84% des communes ont dit qu'elles n'auraient pas pu réaliser leur projet sans l'aide du département. Donc il est très présent et il a des compétences que n'ont pas aussi d'autres établissements ou d'autres collectivités, particulièrement le social, mais il est présent sur plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, le département a des difficultés financières, structurelles, qui n'est pas liée à sa propre gestion, et ça ne pourra pas durer, ça c'est clair. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui, on peut dire que le département souffre, mais il est encore extrêmement présent. Je suis allé pour des inaugurations, par exemple, de piscines à Charlieu, pour la commune de Charlieu-Belmont, ou à Saint-Just-Saint-Rambert pour Loire-Forêt. Le département a donné plusieurs millions d'euros pour la réalisation de ces équipements nautiques et aquatiques. Donc, et on pourrait démultiplier sur des aménagements de salles, de rénovation de mairies, etc. Donc le département, il a un avenir si on lui donne un peu les moyens d'agir. Et c'est complémentaire. C'est vrai que les agglomérations, c'est nouveau. Ça a pris de l'ampleur, mais ce ne sont pas les mêmes compétences. Et tout ça est très complémentaire. Encore faut-il savoir travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des domaines, on a beaucoup parlé d'argent au département, est-ce qu'il y a des domaines où on pourrait faire effectivement des économies? Oui, on peut faire des économies. Et d'ailleurs, il faut sortir de la politique du rabot. Parce que là, on est à l'os. On fait toujours un petit peu moins sur tout. Et à un moment, on perd du sens. À quoi ça ressemble quand on baisse des budgets très forts et qu'il ne reste plus grand-chose. Donc il faut faire des choix et se dire, bah là, on concentre les moyens sur telle ou telle chose, justement en complémentarité avec d'autres agglomérations. Donc oui, il y a encore quelques marges de manœuvre, même si ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai pris la parole à plusieurs reprises au Sénat pour défendre le département au moment du budget, en interpellant les ministres, parce qu'on ne peut pas permettre, personne pourra gérer les choses correctement si on lui enlève des recettes et on lui impose toujours plus de dépenses, particulièrement sociales. Justement, tout ce qui est social, comme le RSA, comme toutes ces choses-là, pourquoi c'est pas l'État qui le paye finalement? Pourquoi c'est les départements? J'ai pas compris pour l'intérêt finalement. Toujours cet aspect de proximité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est intenable, parce que finalement, quelque part, le département, sur le RSA, fait un peu la boîte aux lettres. Donc on ne peut pas laisser faire avec un président de la République, un gouvernement qui décide d'augmenter par exemple le RSA 2, 3, 4 fois par an, mais eux ils décident et nous on paye. Et on n'a plus les moyens de recettes ou plus de levier fiscal pour payer. Donc c'est vrai que les gens ne perçoivent pas qui fait quoi, ça c'est clair, et en plus celui qui paye il est étranglé. Voilà. Sans compter que pour avoir porté les finances du département pendant une douzaine d'années, on avait désendetté le département, on avait provisionné jusqu'à 15 millions d'euros, et ça, en l'espace de 2 ans, ça a été mangé pour pouvoir justement abonder et continuer à s'occuper de ces solidarités humaines. Mais pour moi, il y a d'autres compétences qui sont moins obligatoires, qui sont très importantes. Solidarité territoriale, justement, vis-à-vis des communes, soutien aux clubs sportifs, à la culture locale, sur plein de choses. Pour moi, ça a du sens. Je ne vois pas comment le département il peut continuer à exister sans continuer à aider comme ça. Et d'ailleurs, on nous le demande. Voilà. Donc là-dessus, et pour le social, moi je regrette, il faut évidemment aider ceux qui sont plus démunis. Et aujourd'hui, on a un système social en France, heureusement, qui est un des meilleurs au monde, et il faut le préserver. Mais aujourd'hui, il faut valoriser le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé au moment de sa retraite, il doit gagner plus que celui qui ne travaille pas. Donc par exemple, avec mes collègues sénateurs et députés, je suis pour qu'on ait un paquet social où on met toutes les aides sociales, parce qu'au niveau de l'État, on ne sait même plus toutes les aides sociales qui existent. Et ça ne dépasse pas 70% du SMIC, par exemple. Il y aura du travail, c'est sûr. Pour que le travail soit valorisé, de même que l'engagement public, ça soit valorisé et qu'on gagne plus en travaillant qu'en restant chez soi. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait quand même qu'on se dise que les gens qui restent chez eux, pas la plupart, hein, mais c'est quand même des gens qui travaillent avant. À Saint-Chamond, vous êtes bien placé, il y a quand même eu pas mal d'industries, tout a disparu.
Et aujourd'hui, les gens ils commandent des produits qui viennent de Chine. Donc comment on fait? Ouais. Je dis que quand le système ne vous incite pas à travailler, c'est naturel. Vous avez plutôt tendance à vous dire, prenons par exemple, je ne parle pas de ceux, moi je ne pointe pas du doigt ceux qui trichent ou qui abusent. Il y en a toujours, il y en a dans tout. Il y en a dans tout. Même chez les élus, il y a des gens qui abusent et qui ne font pas le boulot. Donc il y en a partout, ce n'est pas mon sujet. Je dis simplement, prenez une femme seule, il y a beaucoup de familles monoparentales. Une femme seule qui a ses enfants. Si demain elle veut aller travailler, il faut faire garder les enfants. Il faut prendre des transports, forcément ça lui coûte plus cher. Donc elle va peut-être à un moment faire le calcul en disant je reste chez moi et pour une société c'est pas bon. Donc quand je dis inciter les gens à travailler, je les montre pas du doigt, je dis pas c'est des feignants. Je dis que simplement ils ont envie de travailler. La grande majorité ont envie de travailler. Donc lorsqu'ils vont travailler, il faut les encourager à pouvoir travailler et à gagner leur vie. C'est vrai pour les agriculteurs qui doivent gagner leur vie de leur travail, c'est vrai des ouvriers, c'est vrai de tout le monde aujourd'hui. Vous voyez qu'on est d'accord. C'est ça que je veux dire. Et une société, le travail pour moi c'est une source d'épanouissement. Tout à fait. C'est pas un labeur. Puis je vais vous dire, quand vous avez regardé la télévision pendant 2 mois, c'est un peu saoulant la force. Hein. Ben oui, on parle de santé mentale. Oui, tout à fait. Moi je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de ça. Voilà. Donc ces sociétés, c'est comme l'engagement public, associatif, politique, dans tous les domaines, il faut l'encourager, il faut le valoriser et donner les moyens à des gens qui veulent s'engager de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ça c'est une société qui se dynamise. Voilà. Avant de finir par Saint-Chamond, je voulais faire un petit point sur les LR dans la Loire. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que là aussi, c'est un peu la cacophonie. Moi, je regrette depuis plusieurs mois que finalement, un certain nombre de collègues se tirent dans les pattes parce que c'est le meilleur moyen de perdre. Et on n'a pas envie de perdre des communes qui jusque-là ont été parfaitement bien gérées. Voilà. Donc bon... Certains, notre collègue Jean-Pierre Tête a pris la décision de démissionner. Derrière, on ne pouvait pas laisser la fédération en pleine municipale sans direction. Donc bon, moi j'ai jamais été un apparatchik, je ne suis pas dans l'organigramme du parti. Mais à un moment, on s'est dit, avec Antoine Vermorel qui a soutenu Bruno Retailleau, avec Sylvie Bonnet qui a soutenu Laurent Wauquiez, député, sénateur, on essaye de travailler ensemble, on se met à 3 ensemble pour essayer de retrouver de l'unité, de la sérénité. Et puis de toute façon, nos statuts disent, vers mai-juin, il faudra élire un président par les militants. Voilà, militants qui viennent d'être d'ailleurs questionnés pour avoir leur avis sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc et après, la vie reprendra son cours. Voilà, mais soyons aux côtés de nos candidats au municipal pour qu'on conserve ou qu'on gagne un maximum de communes. Et de grâce, gardons de la sérénité. Voilà. Vous savez, moi je me suis engagé au Sénat, c'est aussi, j'en ai marre de cette conflictualité. Je suis plus là pour essayer de fédérer, je l'ai souvent fait, mais là encore plus. Je ne sais pas si c'est l'âge qui avance, j'essaye d'avoir une forme de sagesse pour faire du bon boulot. Voilà. Mes parents ils m'ont inculqué ça, ils étaient ouvriers, faire du bon travail, pouvoir se regarder dans les glaces. Saint-Chamond, les élections municipales, c'est dans quelques semaines. Ancien maire, vous avez forcément un avis et des positions. Comment vous restez neutre? Comment ça se passe sur le terrain? Alors, je ne reste pas neutre. Je soutiens foncièrement Axel Dugas, qui est candidat, parce que, comme on se l'était dit tous ensemble, on a changé de capitaine, mais on n'a pas changé d'équipe. Bien qu'il y a eu pas mal de démissions, j'ai lu. Hein. Il y a eu 6 démissions. Oui, il y a eu quand même sur 33, un petit vent de révolte. Sur 33, on a eu un vote interne qui a fait le choix d'Axel Dugas. Ça veut dire que de nombreuses personnes qui n'avaient pas voté Axel Dugas dans le vote interne sont pourtant restées avec Axel Dugas. Donc ça veut dire qu'Axel Dugas, il a fédéré et que ces gens-là, à la différence d'autres collègues, ont respecté ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire même à une voix, eh bien, on suit celui qui a été choisi. Parce que c'est la même équipe, avec le même projet, et l'engagement, il était pour cela. Voilà. Et je suis ravi de voir que Axel Dugas continue dans la même lignée, avec une équipe renouvelée, avec une équipe représentative, et vraiment, Axel, lui aussi, c'est les valeurs travail beaucoup. C'est une personne qui est en capacité de prendre des décisions, c'est une personne qui aime les gens, il est authentique, et ce qu'il fait là, il l'a fait déjà depuis 2 mandats, il est arrivé très jeune, et il a démontré qu'il ne venait pas là au moment des élections, et qu'il était constant dans son engagement et fidèle à nos idées. Ça veut dire qu'il est dans la continuité de ce que vous aviez mis en place, ou alors il part sur des choses un petit peu différentes? Comment ça se passe? Il est dans la continuité par rapport aux idées qu'on porte, par rapport aux projets qu'on porte, mais il a aussi sa propre personnalité, et c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Et moi, j'ai pas de problème d'ego à me dire, demain, je suis tout à fait apaisé par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il porte, parce que c'est cet amour, cette passion pour Saint-Chamond, ça, on l'a en commun. Par contre, il le fera avec son propre vécu, avec son âge et déjà beaucoup pourtant de maturité, et c'est ça qui est beau. Et transmettre comme ça, pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, quand je vois l'énergie qu'il y avait dans la salle mardi soir pour la présentation de la liste, la représentativité de tous ceux qui étaient là, ça donne vraiment envie de le suivre. Et il faut aller au bout, les 15 et 22 mars, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Et en plus, je leur avais dit aux collègues, le 7 octobre 2023, quand on a voté en interne, prenez soin de Saint-Chamond. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et j'ai l'impression, quand je vois l'agressivité, les attaques, particulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que certains ont vraiment perdu le cap. Le sens. Et voilà, ils ont besoin de retrouver la boussole de ce qu'il faut faire pour le bien de Saint-Chamond. Et quand on voit une candidature comme celle de Jean-Luc Degrec, on a reçu avec Pat Françon, qui a un discours assez intéressant aussi, est-ce que vous n'avez pas peur finalement, ces divisions, de perdre la mairie au profit d'une dame qui fait beaucoup de bruit à Saint-Chamond, Madame Surplis? C'est le risque, mais je pense que certains doivent un peu se regarder dans la glace par rapport à l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de l'équipe. Et oui, il y a les germes de la division. En 2008, cette division a fait perdre, voilà, et on l'a beaucoup regretté. Derrière, on a repris le flambeau, on a gagné, 2014, 2020. Il y avait aussi de la division, mais on a pu la surmonter. J'espère qu'en 2026, ça sera le cas à nouveau et que les électeurs ne se tromperont pas. Voilà, mais c'est sûr que moi, je ne souhaitais pas ça, personne ne souhaitait ça. Mais écoutez, on est effectivement à quelques semaines. Maintenant, la concurrence est là. Et avec la hauteur de vue, avec le respect de chacun, eh bien, on doit aller au bout et on va vers la victoire. Voilà, mais arrêtons de dénigrer. Le dénigrement, la haine, c'est pas un programme. Voilà. Et j'ai l'impression que, alors de ce point de vue, les oppositions sont tous unis pour effectivement générer cette ambiance qui est délétère. C'est un peu dans toutes les communes, j'ai l'impression. On voit des messages sur les réseaux qui sont un peu bizarres. Est-ce qu'entre les deux tours, il y a moyen de se rabibocher, comme on dit dans la Loire? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver une grosse majorité qui fusionnerait? Non, je crois que les Saint-Chamonais en plus ne le souhaitent pas. Par contre, comme ça avait été le cas, Axel Dugas est dans la même, là aussi, avec la même idée, c'est avant le premier tour qu'on doit se mettre d'accord. Après, on ne va pas démonter des listes, faire des fusions artificielles. Par contre, celui qui est derrière, il se désiste au profit de celui qui est devant. Sinon, ça veut dire non seulement qu'on voulait gagner, non, c'est qu'on voulait faire perdre. Voilà, et ça, c'est bien différent. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire, voilà, je me désiste si je suis derrière, plutôt que des fusions artificielles. Dernière question, on voit que Saint-Étienne a changé, Saint-Chamond change aussi. Quand on arrive, on voit un beau chantier, puisqu'il va y avoir j'ai perdu le mot. L'échangeur. Voilà. Comment vous voyez dans le futur la ville de Saint-Chamond? Comment vous l'imaginez? L'amélioration du cadre de vie, je pense que c'est le cas, et tous ceux qui viennent à Saint-Chamond voient quand même la différence entre nos Vassieries, aujourd'hui des infrastructures, des entrées de ville qui sont améliorées, des services ensuite pour la population. Voilà, cette capacité à bien vivre sur place, voilà. Et donc continuer dans cette lignée-là, des démolitions, des réhabilitations. Voilà, aujourd'hui, les démolitions se poursuivent. L'échangeur pour les mobilités, pour fluidifier le trafic. Voilà, une ville de 36 000 habitants qui est devenue la deuxième ville de la Loire en termes de population, qui retrouve une identité, parce qu'elle n'a pas de statut de sous-préfecture. Donc coincé. La force de conviction, c'était de se dire, c'est coincé entre Saint-Étienne et Lyon, et du coup, on devient une ville dortoir. Non, aujourd'hui, c'est l'avantage comparatif d'être entre Saint-Étienne et Lyon. Parce que les gens sont mobiles, ils peuvent aller à Saint-Étienne, ils peuvent aller à Lyon. Mais c'est aussi une force. On voit le prix de l'immobilier qui a augmenté. On voit que tout ça, c'est aussi au profit des propriétaires, des gens qui investissent sur Saint-Chamond, voilà, et puis de l'économie avec des zones d'activité qui ont été créées. Voilà, donc on est bien à Saint-Chamond, on peut se développer. Il y a un réseau de sociabilité qui est fort, un réseau associatif très fort. Voilà, alors on peut aller partout, mais quand on est bien chez soi, c'est déjà pas mal.
On n'a pas évoqué, et on va le faire brièvement, mais l'avenir aussi du basket à Saint-Chamond. On a une fusion avec Andrézieux, là aussi, j'ai toujours du mal à comprendre les fusions, mais bon. Donc c'est Saint-Chamond, avant c'était Saint-Chamond-Rive-de-Gier, mais non, c'est Saint-Chamond-Rive-de-Gier et Andrézieux. Qu'est-ce que vous espérez, la montée en National 1, être au sommet? Comment ça se passe au niveau du basket? À travers le sport et a fortiori le basket, ça aussi en termes d'aménagement du territoire, le foot à Saint-Étienne et Andrézieux et le basket Saint-Chamond-Andrézieux, la fusion, elle s'est faite sur la partie professionnelle et haut niveau. D'accord. Hein, nous étions samedi dernier avec Axel Dugas d'ailleurs pour les vœux et la présentation de l'équipe féminine de National 3 du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier section amateur. Voilà. Donc tout n'a pas fusionné, chacun garde son identité. Par contre sur le professionnel, on se rend compte, on s'est souvent enorgueilli qu'il y avait beaucoup de clubs de basket, que Saint-Chamond et la Loire une terre de basket, mais quand vous avez trop de clubs, à un moment il y a le plafond de verre, vous ne pouvez pas monter dans le plus haut niveau. Donc fusion sur le haut niveau pour pouvoir aller le plus haut possible. La Pro B, c'est déjà magique. Ouais. Mais après, pourquoi pas la Pro A demain? La Chorale de Roanne, aujourd'hui, est en tête et tant mieux dans la Loire. Pourquoi pas avec la structure SCAB? Voilà. En plus, avec un investisseur comme Despinas qui a permis d'apporter des financements supplémentaires, c'est comme ça aussi qu'on arrive à grimper. Alors bon, cette saison est compliquée, comme quoi le sport, c'est pas une science exacte. Effectivement. Voilà. Comme la politique. Voilà. Non, mais j'ai le coach Chanatinet aujourd'hui qui s'exprime dans la presse. Voilà, une équipe, ça se construit aussi, et le club devra encore se structurer et s'adresser, voilà, aux bonnes personnes pour encore grandir. Et je pense notamment aussi à tous les bénévoles qui vivent les clubs. C'est aussi ça l'esprit club. Mais sur le haut niveau, évidemment, il vaut mieux se rassembler, unir nos forces et avoir aussi les moyens de nos ambitions. Surtout qu'on a une aréna, ça aussi, l'aréna. Magnifique. C'est le super exemple pour montrer qu'il faut travailler ensemble dans ce département. Et là, il y a eu la région, le département, la métropole, la ville de Saint-Chamond. Tout le monde s'y est mis pour faire une infrastructure qui est vraiment, voilà, une arène d'émotion où toutes les familles peuvent venir avec une grande popularité. C'est ça qu'il faut faire dans la Loire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à mon échelle lorsque j'étais effectivement aux responsabilités locales. Monsieur le sénateur, on a fait le tour de l'actualité. On va vous laisser retourner à vos dossiers. Merci pour cet entretien. Et encore merci pour chaque fois avoir ces échanges qui sont passionnants. Merci à vous. Moi, je garde vraiment cette fraîcheur, cet enthousiasme. Aimer les gens, le contact, avoir vraiment voilà, cette joie de vivre, quoi, de pouvoir... c'est très varié, on peut faire plein de choses. Il faut voir grand, il faut voir haut pour essayer d'avancer. Voilà, il y a une phrase qui dit voilà, je suis économe de mon mépris parce qu'il y a tellement de nécessiteux. Voilà. Donc j'essaye d'être dans l'enthousiasme, voilà, d'aller de l'avant, même si parfois c'est des casse-têtes, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde, mais il y a aussi, je vois, des réalisations formidables. Hier, j'étais pour le lancement du Festival des Cannes, voilà, avec travail dans les EHPAD, etc. C'est formidable quand on voit ça. Donc là, on a envie d'accompagner à chaque fois. Et cette vie-là, elle est formidable. Et j'ai envie de garder cette envie comme ça pour mon territoire et Saint-Chamond. Force au Couramio. Et toute la Loire. Et toute la Loire. Merci beaucoup. Merci.